d'être venu en salle 1 pour cette poursuite, comme je l'ai dit, du cycle mode textile. Mais pour ouvrir cette session, ce matin, on a la chance d'avoir la deuxième édition du baromètre de la supply chain durable qui est réalisé comme l'année dernière par le cabinet Kepler. Et donc, au sens large de la supply chain durable, c'est vrai que c'est intéressant de voir quand même qu'on fête les 10 ans de Supply Chain Event. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas fait une telle étude, ou en tout cas, ça aurait éveillé un petit peu de curiosité, amusé. Je pense que maintenant, la supply chain durable, c'est vraiment incontournable et c'est une urgence. Et donc, on va voir aussi, on va pouvoir mesurer par rapport à l'année dernière quelles sont les évolutions. Et je crois qu'il y en a, il y en a plusieurs. Et notamment, on a parlé hier aussi lors des conférences d'économie circulaire. Il en sera aussi question là, mais je ne vais pas tout déflorer. Donc je vous laisse dans les mains expertes d'Alain Bernard Duvic, qui est directeur associé du cabinet Kepler, qui va nous donner aussi des exemples concrets et notamment justement sur le secteur mode textile. Alain Bernard, c'est à toi. Merci Jean-Luc. Bonjour à tous. Deuxième édition veut dire que le baromètre devient un véritable baromètre comparé à l'année dernière, où on avait un point de mesure que j'appellerais T0. Et donc on va pouvoir constater, mesurer un certain nombre d'évolutions par rapport à l'année dernière, et puis quelques nouveautés. Dans ces évolutions, des bonnes nouvelles, et puis bien sûr toujours des points d'amélioration. Alors, il faut que je sorte mon machin. Voilà. Le truc qui clique et qui ne marche pas quand je lui demande. Peut-être deux mots sur le cabinet Kepler. Donc, Kepler est un cabinet qui a été fondé en 2007 et dont la vocation est l'optimisation de la performance opérationnelle end-to-end depuis le design jusqu'à la livraison en magasin au travers des practices d'innovation, achat, opération, supply chain et sales and marketing. Nous sommes 90 dans le monde avec une empreinte géographique aux États-Unis, en Chine et en Inde. Donc 4 bureaux, plus une petite excroissance à New York, les États-Unis, le home office étant à Chicago. Notre philosophie est d'être des spécialistes et d'accompagner nos clients dans l'obtention de résultats. Alors, le baromètre, peut-être juste un tout petit mot. Il est né l'année dernière de discussions avec Supply Chain Event et Supply Chain Magazine. Et nous nous sommes adjoints l'aide du monde académique au travers de l'École centrale de Paris et de l'ISLI, qui nous ont aidés à travailler cette deuxième édition. L'équipe centrale Paris nous a aidés à construire le questionnaire et à innover dans les thématiques. Et l'équipe de l'ISLI nous a fait un travail de recherche sur la supply chain circulaire dans le textile. D'où le nombre d'exemples qu'on pourra avoir. La restitution finale est complète. Le dossier complet de ce baromètre sera disponible à partir du début d'année prochaine. Alors cette année, l'année dernière on était parti sur 8 thèmes, cette année nous sommes concentrés sur 6 thèmes. Merci à ceux dans la salle qui ont peut-être répondu. Vous avez été plus de 120, ce qui est bien supérieur à l'année dernière à la même date. Et on a conçu ces 6 thèmes en évolution du baromètre de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a repris des thématiques qui existaient sur le périmètre RSE, sur l'approche intégrée, sur l'amélioration de l'efficience. Et puis on a voulu mettre la focale sur 2 points et renforcer un 3e, renforcer la thématique de la supply chain intégrée parce que les premiers enseignements, je ne sais pas si vous en souvenez Jean-Luc, mais l'année dernière disaient que finalement les supply chains durables n'étaient pas très intégrées. Donc on a voulu renforcer le questionnaire sur cette thématique-là et puis mettre l'accent sur la circularité et l'ancrage géographique. Donc les possibilités de faire des circuits courts et puis la circularité avec tous les enjeux que ça peut porter. À la fin, vous verrez, on a fait un zoom sur 13 actions
qui peuvent vous permettre de faire une espèce de checklist d'actions à mettre en œuvre. Le questionnaire et le baromètre se divisent sur deux grands volets. Un volet quantitatif, donc comme je vous disais, une 120 et quelques répondants, peut-être 130 à l'heure où on se parle, et des entretiens qualitatifs avec un peu plus d'une vingtaine d'entreprises de tout secteur, de toute taille, du service, de la distribution, de l'industrie de grande consommation, de l'agroalimentaire, de l'industrie lourde, de manière à bien évaluer quels étaient les enjeux. Et puis peut-être dernier point, vous voyez qu'on est assez équilibré entre les petites entreprises, les ETI et les grands groupes. On tient à ce que les PME et les ETI répondent à ce questionnaire parce que c'est une grosse partie de l'enjeu, ne serait-ce que par le nombre d'entreprises que ça peut concerner. Alors, je ne peux pas évacuer d'un revers de la main que les résultats sont à considérer dans une conjoncture qui est un peu complexe. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les appros, ça a été l'enfer cette année. Je ne vous en apprendrai rien en vous disant que vous avez géré des pénuries et que quelquefois, nécessité a fait loi. Ça nous a été beaucoup dit dans les entretiens qualitatifs notamment. Nécessité ayant fait loi, on a peut-être quelquefois renoncé à certains points. Néanmoins, en gardant un certain cap. L'anticipation du ralentissement économique nous fait craindre un effet inverse du bullwhip qu'on a pu connaître avec la reprise post-Covid. Donc là, on est, j'espère pas, hein, mais je crains qu'on soit dans un joli bullwhip qui va nous accompagner pendant encore quelques mois, pour ne pas dire années. Et puis, le retour de l'inflation, qui a complexifié les choses sur les approvisionnements, sur les achats, sur les sources, et puis la crise des transports qui n'est toujours pas terminée, le statu quo ante n'est pas revenu. Tous ces éléments-là sont des éléments qui viennent confronter un peu les ambitions RSE que peuvent avoir les entreprises, mais aussi ouvrir des fenêtres d'opportunité. Les hausses de coûts de transport sont peut-être des fenêtres d'opportunité pour certains éléments qu'on va voir un peu plus tard, et peut-être pour de la relocalisation, notamment avec la multiplication des sources nécessaires. Alors, comme c'est le matin et que vous n'êtes pas tous réveillés, je voudrais juste savoir, dans la salle, qui a lancé des actions RSE pour une supply chain durable. Vous pouvez lever la main. OK, vous êtes tous endormis. Ah, voilà, il y en a 3. Merci à vous. Donc, vous êtes à l'inverse des proportions des répondants. Vous êtes à peu près 15% à avoir dit que vous en avez lancé. La réalité des répondants à notre baromètre, c'est que 85% des entreprises ont lancé des actions pour construire une supply chain durable. Ce chiffre, il est stable par rapport à l'année dernière. On va voir quand même les évolutions que ça implique, mais il est totalement stable par rapport à l'année passée. On ne peut pas demander à tout le monde de l'avoir fait. 85%, ça veut dire que quasiment toutes les entreprises sont dans le mouvement. Après, on peut présupposer que dans les répondants non, il y en a un certain nombre qui ont lancé des actions peut-être plus individuelles et moins collectives dans un grand projet de supply chain durable. Alors, si ce chiffre de 85% d'actions lancées est stable, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Quand l'année dernière, on demandait aux entreprises quelle est l'importance ou quel est le niveau d'importance de vos actions supply chain durable, vous répondiez principalement que c'était en interne, des actions lancées en interne. Cette année, vous avez resitué, en tout cas les répondants ont resitué les actions au niveau stratégique, et le niveau de pilotage de ces actions-là est remonté d'un cran vers la direction générale. Vous voyez que l'année dernière, on était un peu en dessous de 40%. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, je crois que c'était 37%. Et cette année, on est à 42%. Donc, le pilotage des projets RSE, incluant la supply chain durable, est de plus en plus piloté à un niveau de direction générale. La part pilotée par les directions de BU dans les grandes entreprises étant stable, mais sur les autres, on est en nette progression. Donc, tous ces projets RSE impliquant la supply chain durable sont en très très nette progression, à la fois dans l'urgence ou l'intention stratégique qu'ils peuvent revêtir, et également dans le niveau de pilotage qui va avec. Ça, c'est le premier enseignement.
Et c'est une vraie bonne nouvelle pour nous, c'est-à-dire que on n'en est plus au stade de la prise de conscience, mais on rentre dans l'action. Le deuxième point, à la question qui était la même que l'année dernière, à la question des enjeux, où pour vous où se situent les enjeux prioritaires au moment de mettre en place une supply chain durable. On constate une très nette évolution et un rééquilibrage sur l'ensemble des processus de la supply chain. L'année dernière, on était très typé. Les distributeurs, c'était plutôt l'aval. Les industriels, c'était plutôt les process. Et cette année, les choses se rééquilibrent. Alors, on a toujours ce typage un peu logique lié à l'activité des répondants, mais les choses se rééquilibrent un peu et toutes les dimensions sont bel et bien adressées. Si, pour ceux qui étaient là l'année dernière, l'aval était assez peu représenté d'une manière générale, alors que cette année, les enjeux liés à la supply chain aval, incluant les livraisons, le dernier kilomètre, l'empreinte logistique, étaient un peu oubliés. Cette année, ça n'est plus du tout le cas. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, on rentre dans une approche qui est beaucoup plus complète de la supply chain et non plus dans des approches qui sont plus liées au secteur et qui sont plus ciblées. Maintenant, l'année dernière, on s'était dit que la supply chain intégrée durable, et j'aurais dû mettre durable avant le être en marche, n'en était qu'à son début. Quand on regardait les partages d'informations et les échanges avec les partenaires, alors derrière les partenaires, on met les fournisseurs, on met les prestataires, on met les sous-traitants pour les industriels, et tout type de prestataires qui peuvent aller avec ça, mais enfin c'est 3 grandes catégories majoritairement. Et l'année dernière, on s'était rendu compte que les échanges étaient un peu plus approfondis avec les prestataires et avec les sous-traitants industriels. Cette année, j'ai fait le zoom sur la relation fournisseur parce qu'il me paraissait très intéressant de se dire que dans la logique, je vais non plus faire du RSE juste un critère de sélection de mes fournisseurs, mais je vais mesurer la performance RSE et l'inclure dans la revue de performance. Et si vous regardez les résultats, on a fait x2. Alors on vous a mis un x2 qui est un arrondi, mais l'ordre d'idée, il est quand même là. C'est-à-dire qu'on est presque à x2 dans l'approfondissement qu'on peut avoir et dans la mesure de performance. Là où l'année dernière, on était dans « je te mets des critères RSE pour sélectionner ». Maintenant, c'est quel est le résultat, comment est-ce qu'on avance ensemble. Et donc, on est en train d'intégrer les fournisseurs. Et bon, je vous ai mis les fournisseurs, mais la réalité de la photo, elle est à peu près la même hein, sur les prestataires et sur les sous-traitants. Évidemment, comme on était un peu plus en avance, on n'est pas à x2, mais on est assez similaire. Donc, on intègre les partenaires dans la supply chain. Donc, serait-ce que la supply chain intégrée durable est en marche? J'ai envie de dire oui, parce que deuxième point de mesure par rapport à l'année dernière, c'était est-ce que vous partagez des données et quelle est l'exhaustivité des données que vous avez venant de vous, venant de l'externe? Quand on regardait ça l'année dernière, à la fois sur les panels prestataires, fournisseurs ou clients, on était, alors fournisseurs, bah, vous l'avez à l'écran, donc je ne vais pas vous reprendre les chiffres, mais on a fait x1,5 par exemple sur les prestataires et un peu moins sur les fournisseurs. Donc ça veut dire que maintenant, les supply chain managers qui ont répondu au baromètre estiment que les données dont ils disposent pour mesurer la performance RSE, non seulement en interne, ce qui était le point de satisfaction l'année dernière, mais pas l'externe, mais aussi en externe cette année, est suffisant ou suffisamment exhaustif ou jugé comme tel. Je ne dis pas que tout est beau, je dis que cette évolution est notable et que dans le point qu'on avait fait l'année dernière de se dire la supply chain intégrée n'est pas durable, n'est pas encore en place, je pense que cette année on peut dire elle est en marche. Et c'est une excellente nouvelle. Donc on intègre les données RSE, les données de bilan carbone, d'émissions, toutes les données que vous pouvez imaginer sur le sujet, en même temps que les autres données dans le fonctionnement de la supply chain, les données produits, les données flux, etc. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ensuite,
Troisième point, alors là c'est une nouvelle question, mais le point de mesure de l'efficience existait déjà l'année dernière. Quand on se dit, mais qu'est-ce que vous avez fait comme action anti-gaspi ? Puisqu'on est revenu à la mode de la chasse au gaspi. En anti-gaspi, qu'est-ce que vous avez fait ? Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que on est sur des leviers où on a la main. Ça peut paraître assez logique. Ça peut paraître assez logique de se dire, je vais commencer déjà par faire bien ce que je sais faire avant d'aller voir ailleurs. Néanmoins, quand on regarde un peu la photo, et je vous l'ai mis vraiment tel quel, mais un peu en zoomant, l'effort est plutôt porté sur la partie liée à l'éco-conception, liée aux bonnes pratiques achats, liée à l'optimisation des process. Alors, je cherche de l'efficience. Premier réflexe, je me reporte sur mes fournisseurs et dans mes bonnes pratiques achats, je regarde ce que je peux faire. Je me retourne vers mes fournisseurs et je regarde ce que je peux faire dans les bonnes pratiques achats de manière à être plus vertueux, plus efficient. Et ça, si vous le reliez aux 2 slides précédents, ça plaide dans le sens de l'intégration des supply chains. Deuxième point, je vais optimiser mes process de fabrication. Je vais travailler l'efficience de mes process et de mes procédés. Et puis ensuite, je vais regarder l'éco-conception des produits. Alors, vous voyez qu'on est un peu plus bas sur l'éco-conception des produits. Néanmoins, on n'est qu'au début de la chose. On en reparlera au moment de la supply chain circulaire, où on parlera de supply chain circulaire. Mais c'est un premier signe, c'est une impulsion de se dire que si je regarde l'anti-gaspillage, l'éco-conception vient assez vite dans mes préoccupations. Donc j'ai fait mes bonnes pratiques achats et puis finalement je vais pousser encore un peu plus loin avec mes fournisseurs jusqu'à l'éco-conception. Autre évolution par rapport à l'année dernière, on s'est un peu intéressé sur les transports et on a voulu faire une focale sur le report modal. Alors, j'ai du mal à complètement conclure sur ce report modal entre la part d'intention réelle et la part d'opportunité qui peut être liée à la conjoncture du transport. Néanmoins, si je regarde un peu le report modal, on se rend compte que à minima, chez les distributeurs, on est à plus de 70% des distributeurs qui font du report modal et qui en mesurent les résultats. Je pense que si on avait fait la même mesure il y a 1 an ou au début de ce Supply Chain Event, Jean-Luc, il y a 10 ans, je ne pense pas qu'on aurait eu un résultat pareil. Il y a une certaine logique à ce que les distributeurs, notamment ceux qui font du grand import, poussent vers ce report modal. Et les travaux qu'on a pu faire avec le ministère de la Transition écologique l'appuient. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de regarder la partie industrielle et me dire, mais pourquoi le report modal est-il si faible chez les industriels ? Je vois dans les graphes tout ce que j'ai entendu et même peut-être dit moi-même à une certaine époque, c'est pas pratique, c'est pas confort, c'est difficile à faire rentrer dans mes process. C'est pas dans mes impératifs clients ou dans mes délais. J'entends tout ça. Je pose quand même la question, dans une relation industrielle avec un footprint qui est fixe, est-ce qu'il n'y a pas de la place pour du report modal ? Et je pense que c'est un point sur lequel il faudra qu'on se reporte et peut-être qu'on se garde en écho un tout petit peu plus loin dans la présentation quand on parlera de circularité. Alors, tout ça est dit. Les mesures en regard de l'année dernière sont globalement assez positives sur l'intégration des supply chains, sur le niveau de pilotage, sur la préoccupation et l'intention stratégique qu'on peut avoir dans la mise en place de supply chains durables. Maintenant, le véritable enjeu des supply chains durables sur les, et je vais mettre un N à années qui viennent, sera véritablement dans la circularité et dans la capacité des supply chain managers à mettre en place des modèles économiques et des modèles opérationnels qui vont soutenir cette circularité, voire la proposer.
Donc c'est la première mesure qu'on fait sur la circularité. Donc on considère qu'on a un T0 rendez-vous dans 10 ans, toujours avec Jean-Luc, pour faire le point sur 10 ans après où on en est où de la circularité. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises s'en préoccupent l'intégration se fait progressivement. On a posé la même question sur les produits et les nouveaux produits et on n'a pas eu tout à fait les mêmes résultats. Et sur les nouveaux produits, on se rend compte que là, on est rentré dedans, on commence à rentrer dans une perspective de circularité. C'est-à-dire, bien, je regarde les matériaux que j'utilise. Alors, c'est vrai que ça touche beaucoup à la fois l'amont et même plus le design. Alors, nous, Kepler, de l'innovation à l'assiette, ça nous intéresse. On est plus dans le design que dans la supply chain à proprement parler. Après, tout dépendant des périmètres. Mais néanmoins, la circularité rentre par ce volet-là, par le produit, par la définition du produit, par le design du produit, les matériaux, biomatériaux, matériaux recyclés ou matériaux réutilisables. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est la barre bleue claire de 16%, qui est de dire je rentre aussi par l'optimisation des process. Et là, on rentre dans la supply chain. Je rentre par l'optimisation de mes process et je vais travailler ma circularité de manière à ce que mes process eux-mêmes reproduisent du réutilisable ou du recyclable autant que possible. On le verra un peu plus loin, me semble-t-il, dans le gaspillage ou dans l'efficience. Mais quand on pose cette question-là, on revient vers un premier réflexe qui est l'efficience. Ce qui m'appelle une deuxième question et qui est la suite et le symétrique qu'on peut regarder et qu'on peut analyser dans ce graphe. Si on considère à nouveau la circularité comme un point d'entrée, toute la partie du bas, aval, a des niveaux de réponse qui sont beaucoup plus faibles. Alors un peu plus sur la revente, mais on reste quand même assez faible. Et donc là, on se dit, l'approche circulaire, où je vais travailler en réseau avec des partenaires pour faire du co-recyclage ou du recyclage croisé, où je vais organiser mes réseaux de récupération de produits, où je vais organiser mes réseaux logistiques croisés. Toutes les process avec lesquels je vais devoir collaborer avec des acteurs externes, prestataires de matériaux, de solutions de recyclage, de solutions de réparation, on n'est encore qu'au balbutiement. Et en fait, et là c'est un peu la mauvaise nouvelle, mais on est au T0 de la circularité, c'est de se dire qu'en fait on n'est pas complètement dedans. On rentre dedans, on commence à éco-concevoir, on commence à travailler les matériaux des produits en pensant à l'aval, mais l'aval, on n'y a pas pensé. Donc cette logique un peu systémique liée à la circularité, elle n'est que balbutiante. Alors moi, ça m'a évoqué une chose qui titillera les plus âgés d'entre vous. Je me souviens d'une conférence il y a quelques années où on parlait des autoroutes de l'information. Ça vous date à peu près le truc. Et on disait à l'époque, on imagine qu'un tiers des applications qu'on pourra en faire. J'ai l'impression qu'avec la circularité, on en est à peu près là. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas tout le champ d'application, tout le champ exploratoire, tous les bouleversements dans les process, dans les organisations, dans les structures et dans les systèmes d'info, bien sûr, que ça va engendrer. Alors, pour illustrer sur le textile et revenir sur votre point, Jean-Luc, quand on a fait travailler nos élèves de l'ISLI là, dans leur rapport, il y avait un point qui était de dire, en fait, le textile, on a deux grandes familles, on a les très gros faiseurs et on a toutes les startups. Alors, ils étaient très focalisés là-dessus. Et on leur a demandé d'aller voir les gros aussi. Et en fait, les jeunes pousses sont nativement circulaires. Elles sont nativement circulaires, c'est-à-dire qu'elles éco-conçoivent leurs produits, elles prévoient déjà le circuit retour, elles ont les structures et les offres de revente, de recyclage, de location, d'upcycling aussi, qui sont en place, alors que les gros
n'y sont pas encore complètement, voire pas du tout. C'est poser une deuxième question qui est celle, et on l'évoquera un peu plus loin, de la montée à l'échelle. C'est-à-dire que oui, c'est très bien, les jeunes pousses savent le faire et elles tirent le marché. Mais quelle est la capacité à monter à l'échelle? Et celle-ci est beaucoup plus compliquée. La première évaluation qu'ils nous ont fait, et simulation qu'ils nous ont fait, c'est que ça fonctionne à l'échelle d'un pays, alors d'un pays au sens européen du terme, d'un État au sens américain, on va dire. Ça fonctionne à l'échelle d'un pays. Mais quand on élargit l'échelle au niveau d'un continent, c'est un peu compliqué. Quand je dis qu'on n'imagine pas tout, en fait, on a repris ce graphe de la Fondation Ellen MacArthur qui pose bien, me semble-t-il, les enjeux. Et si on se dit qu'aujourd'hui, on est dans notre supply chain traditionnelle un peu linéaire, qui va de la conception à la gestion de fin de vie, un peu comme on peut, l'enjeu, il est de passer de ce tout droit à quelque chose de rond. Alors, je ne sais pas si c'est la quadrature du cercle, mais en tout cas, rien que l'expression qu'on a et l'expression graphique qu'on en a est assez autoporteuse, me semble-t-il. Et quand on regarde un peu plus dans le détail ce que nous dit le graphe de la Fondation Ellen MacArthur, c'est que dans la circularité, on va devoir paralléliser les cycles biologiques et les cycles technologiques en faisant intervenir chacun des intervenants sur le maillon de nos supply chains de manière collaborative avec nous-mêmes. Et nous-mêmes de manière collaborative avec eux-mêmes. Et je pense que ça pose un peu l'enjeu et la manière qu'on doit avoir de concevoir nos supply chains dans une perspective de circularité en se disant, mais en fait, je ne dis pas que tout ce que j'ai appris ne sert à rien, c'est pas vrai. Un délai d'appro restera un délai d'appro, hein. Mais dans l'approche de la supply chain et dans la configuration de nos cycles complets, je crois qu'on n'a encore pas tout compris, en fait. Même si on travaille, hein, mais je pense qu'on n'a pas encore tout compris. Et donc, il y a toute cette complexité, à la fois d'intervenants, à la fois d'opérations, à la fois de flux, qu'il va falloir appréhender. Et ça, je reviens juste sur celui d'avant, ça c'est entre nos mains, nous, supply chain manager, directeur supply chain, directeur des opérations, peu importe. C'est entre nos mains. Ce modèle opérationnel, on doit avoir les moyens d'aider à le construire, voire de l'impulser. Alors, quand on dit ça, on se dit, ces modèles opérationnels et ces modèles économiques, il faut les repenser, mais comment? Alors, on se dit, comment est-ce que vous allez réduire votre empreinte environnementale dans une perspective de circularité? Et en fait, à nouveau, on rejoint ce qu'on avait, c'est qu'on est toujours et encore un peu dans les actions d'efficience. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, ce saut majeur vers la circularité n'est pas complètement fait. Si je regarde la logistique du dernier kilomètre, est-ce que c'est un facteur de réduction de mes émissions? Et est-ce que c'est un enjeu sur ma logistique circulaire ou ma supply chain circulaire? 7% disent oui. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression d'entendre parler de last mile delivery ou de logistique du dernier kilomètre à peu près toutes les semaines. La newsletter de Jean-Luc nous en fait 2-3 par semaine. En tout cas, voilà. Finalement, est-ce que ça contribue à mes enjeux? Assez peu. Pour les répondants, hein, j'entends bien. Hein, et je vous invite, je vous donnerai le lien, je vous inviterai à y répondre. Ensuite, quand on regarde la barre du haut, schéma directeur logistique, schéma directeur supply chain, on a posé des questions sur le schéma directeur supply chain et les enjeux. 6% nous disent « Mon schéma est contributif à la supply chain circulaire et à la réduction des gaz à effet de serre. » Étonnant. Et je vais plus loin. Parmi ces 6%, alors, quand je dis 6%, c'est 6% qui placent le critère RSE en premier. Enfin, en premier, parmi les 3 premiers. C'est-à-dire qu'on a qualité-coût, RSE, au même niveau. Et après, le reste. Donc, on n'est pas encore. C'est-à-dire que, oui, by the way, je veux bien améliorer mon empreinte carbone. Et si vous pouvez, et nous on le voit avec nos clients, si vous pouvez améliorer l'empreinte carbone, c'est un plus. Ce n'est pas le critère déterminant.
dans très peu de cas. Donc là, il y a un point, une prise de conscience à faire, et on le reverra, et on peut le relier tout de suite, avec l'empreinte locale. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui ont répondu oui à la question qui était est-ce que vous avez changé vos sourcings pour un sourcing plus local, 55% font oui. C'est-à-dire que celles qui ont placé le critère RSE comme un critère majeur de décision, elles se sont dit en fait il faut que je revoie mon footprint et il faut que je revoie aussi mon sourcing. Localisation des dépôts, bien sûr, sourcing de mes prestataires, sont-ils plus vertueux, moins vertueux, mais aussi l'ensemble de mon footprint peut-être industriel. Voilà, donc ça c'est un point, c'est-à-dire qu'on se dit en fait il faut pousser la réflexion un peu plus loin que les actions d'efficience. La circularité, c'est pas juste des petits bouts de trucs, c'est un grand tout. Et pour ceux qui ont dans les entretiens qualitatifs qu'on a eus, alors c'est pas le plus beau des slides, mais il y a du fond. Quand on pousse la réflexion et qu'on interroge sur les interviews qualitatives qu'on a pu faire, plusieurs nous ont dit mais en fait on a plein de paradoxes, on a plein de choses qui sont un peu contre-intuitives. D'abord, moi quand je mets en place une offre avec par exemple dans mes magasins du remplissage de flacons, ça ne marche pas. Les clients ne viennent pas re-remplir leurs flacons. On nous en parle tout le temps pourtant. Sauf quelques points de vente très typiques, ça ne marche pas vraiment. Quand je veux faire des offres sur ma fin de vie, j'en parlerai après, j'ai du mal à trouver un modèle économique. Et puis j'ai des trucs qui sont vraiment contre-intuitifs. On les appelait les paradoxes de la volonté RSE. Par exemple, un de nos clients a voulu, ou un de nos interviewés a voulu changer ses flacons en plastique pour du plastique recyclable. D'accord ? Sur un type de plastique technique, je vous passe les détails. Quand il a commencé à regarder comment il allait pouvoir se sourcer sur ce plastique, première chose, les volumes sont encore un peu faibles. Donc mes leviers achats, mes leviers de négo sont un peu faibles. Et certains des concurrents s'étaient déjà positionnés en réservant à l'avance. Premier paradoxe, impact achat. Deuxième paradoxe, quand je regarde les filières d'appro sur ces plastiques-là, c'est produit dans des conditions qui peuvent être quelquefois un peu discutables, si vous voyez ce que je veux dire. Donc deuxième paradoxe, je veux être vertueux en prenant du plastique recyclé, mais économiquement, c'est déjà compliqué sur mes négos. Deux, je vais en plus aller me sourcer dans des filières qui sont, disons, peu recommandables. Et puis troisièmement, ces filières, elles sont loin. Donc je vais devoir en plus mettre des kilomètres à tout ça. Donc à partir du... Alors, l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? C'est ça. Dans ces bonnes idées, il faut toujours avoir cette approche un peu générale, globale, qu'ont les supply chain managers. Et c'est pour ça que je dis que le levier, il est entre nos mains et que les supply chain managers, d'une manière générale, et l'approche supply chain est celle qui va nous permettre de faire ce saut vers la circularité. Parce que les supply chain managers, nativement, ils ont cette vision globale. On les picouse depuis l'école à l'approche globale de la supply chain. Et quand je vois en début que les supply chains s'intègrent, je me dis que le mouvement pourrait être en route. Je vous ai mis un deuxième exemple de paradoxe, qui est un autre interviewé. Alors, distributeur, donc un industriel et distributeur, hein, ça équilibre un peu. Un distributeur qui s'est dit, je vais relocaliser. Moi, je fais du grand import. Je fais fabriquer et je fais du grand import. Je vais relocaliser en Europe de l'Est. Je relocalise en Europe de l'Est. Très bien. Quelqu'un qui faisait du grand import avec du report modal. Je précise parce que ça rentre en ligne de compte. Il dit, je me suis rendu compte que pour approvisionner mes dépôts et mes magasins, mon usine en Europe de l'Est, je mettais des camions sur la route. Et que mes camions versus un bateau bien chargé, ou des bateaux et du volume, je consommais plus de CO2. Plus en consommation directe, en émission directe, et plus à la tonne kilomètre, sur les deux paramètres.
Troisième exemple qu'on avait vécu avec mes équipiers, dans la modélisation et la mesure du report modal, on avait fait toutes les analyses de report modal vers le train, évidemment la route, mais avec des modes doux, et le fleuve. Quand on a fait l'analyse et que le modèle est sorti, le fleuve était plus émetteur de CO2 que même la route, en émission directe. À la tonne kilomètre, comme on massifie, c'est plus vertueux. Peu, mais plus vertueux. Pourquoi ? Parce que la plupart des barges et des péniches ont des vieilles motrices diesel qui sont elles-mêmes très émettrices. Voilà, donc dans la mise en place de la supply chain durable et circulaire, il faudra répondre, il faut considérer, je ne sais pas si c'est des fausses bonnes idées, ce n'est pas des fausses bonnes idées, c'est juste tous ces paradoxes et considérer cette approche de manière complètement globale. Alors on a pris un exemple en posant la question de la fin de vie des produits. Qu'est-ce que vous faites pour la gestion de fin de vie des produits ? Quelles sont les offres que vous avez ? Alors, plusieurs constats. Le premier, c'est que vous voyez que selon le secteur dans lequel on est, évidemment, les réponses ne sont pas les mêmes. Elles sont très empreintes du secteur dans lequel on peut évoluer. Deuxièmement, et ça rejoint le textile. Si je prends la gauche, l'industrie s'est dit, je vais déjà approvisionner et laisser plus longtemps les pièces détachées sur le marché de manière à entretenir ce que j'ai vendu et à allonger sa durée de vie. J'allais dire action d'efficience. Premier réflexe. On rejoint ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que premier réflexe, efficient. Deuxième, je vais travailler mon offre SAV. Je vais être plus réactif, plus efficace. Je vais regarder un peu quel est le pricing de mon SAV. Je vais revoir l'empreinte logistique de mon SAV. Ça a été le cas d'un de nos répondants, de dire en fait, j'ai fait un réseau de réparateurs agréés un peu partout, de manière à ce que mon SAV soit plus efficace et plus rapide. Et puis troisièmement, et là je rentre dans une offre de supply chain durable. Et puis troisièmement, les industriels sont quand même assez en avance, je fais de l'upcycling. Je propose l'upcycling à mes clients et je le considère dans mes processus. Donc, c'est un point important parce que si on rezoome à nouveau sur le textile est un des secteurs qui propose le plus ce genre d'offres. Ils ont développé la loc, ils ont développé le reuse, ils ont développé la remise en état et ils développent maintenant de plus en plus l'upcycling. Alors l'upcycling, c'est quoi ? C'est je reprends ma chemise usagée, enfin portée, bref, ma chemise en fin de vie, et à partir de la matière, je refais un produit à valeur ajoutée. Donc je refais peut-être pas une chemise, mais je vais refaire un ensemble, une pièce vestimentaire, qui sera une pièce à valeur ajoutée, neuve, bien que tout en recyclé, neuve, pour une nouvelle vie. Alors, dans la définition, on dit c'est sur un niveau de gamme supérieur. Je pense que soyons raisonnables. Déjà, si on réutilise tous nos bouts de chemise pour faire je ne sais quoi en textile, ce sera déjà pas mal. Donc, quand on regarde ce point-là, en fait, les offres qu'on dit, elles sont à repenser. Il y a une logique, mais une logique qui n'est pas complètement circulaire. La circularité, elle est dans l'upcycling plus que dans le je fais du SAV rapide et efficace, même si c'est très bien. Les distributeurs, eux, logique, sont sur un rapport qualité-prix pour la réparation. Voilà, donc dans cette logique circulaire, quand on regarde la partie fin de vie, qui est la partie qu'on prend tous en exemple et à laquelle on pense tous naturellement, il y a un champ exploratoire, et la slide d'après, il y a un champ exploratoire qui est en fait énorme. Parce que on a posé une question ouverte, est-ce que vous avez fait une offre commerciale sur la gestion de fin de vie de vos produits? Et alors, autant sur l'amont, on fait de l'éco-conception, on regarde les matériaux, on construit une offre, ou ce qui deviendra une offre, autant en aval,
c'est non pour les 3/4 des répondants. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une offre sur la fin de vie de vos produits? Non. Alors, 25%, oui. On est au T0, on est au T0, on est au T0, on est au T0. Mais oui, seulement à 27%. Et après, quand je regarde c'est quoi les offres, eh ben, il y a tout. Il y a des offres qui vont vers la circularité. Là, je pense qu'il y a la slide, c'est pas bien au changement de PC, bon, c'est pas grave. Ben, je fais de la revente, je fais de l'occasion, je fais de la reprise de produits en fin de vie. Alors, ça, c'est intéressant. C'est dans le service, je ne sais plus quel c'est, qui a dit, ben, en fait, je vais garantir à vie gratuitement. À partir d'un certain âge, je garantis la disponibilité des pièces à vie gratuitement. Voilà, donc on a un champ exploratoire, rien que tous les verbatims qu'on a montrent qu'on a un champ exploratoire qui est très, très important et qu'on peut le considérer un peu en symétrique de ce qu'on avait sur l'amont. C'est-à-dire que sur l'amont, on a bien pensé, on a travaillé, sur l'aval, on n'a rien, ou pas grand-chose, bon, on peut penser, et ça part un peu dans tous les sens. Donc, je vois que Jean-Luc s'agite, c'est que l'heure tourne. Pour laisser aussi un petit peu ouais. la place aux questions. Alors, on a parlé des schémas directeurs logistiques. Juste là-dessus, je voudrais reprendre un point. Quand on parle de circuit court, là on a zoomé sur les circuits courts. Quand on parle de circuit court, on a eu des résultats qui, alors, quand on les a regardés, qui nous ont quand même assez déçus, en fait, pour être très franc. Et puis on a regardé ce qu'il y avait dans le sourcing, sur la question ouverte qu'on avait. Et en fait, c'est du gardiennage, c'est de la réparation et de la maintenance de premier niveau. On n'est pas encore dans l'alliance entre des industriels. Alors on a un de nos répondants qui l'a fait. Ils se sont alliés à plusieurs industriels d'une même région pour concevoir leur circuit de recyclage, leur circuit de récupération et entretenir la biodiversité. Mais on n'est pas encore dans cette approche interrelationnelle. Et puis le dernier point, promis Jean-Luc, c'est le dernier. Le dernier point, c'est en fait tout ça, si on se remet un peu sur tout ce qu'on s'est dit, notamment la circularité avec, à mon avis, c'est un vrai game changer, en bon français. Ça va nécessiter un accompagnement des équipes, une conduite du changement qui est majeure. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Luc, mais l'année dernière, grosso modo, un tiers des répondants disaient « Ouais, on était contents, la mobilisation, elle est suffisante, elle est faite et elle est suffisante. » Cette année, sur les actions de mobilisation, c'est à peu près pareil, mais 50% sont satisfaits. Donc, premier temps de la conduite du changement, mobilisation, puis prise de conscience des enjeux. Voilà. Merci J'ai fini. Merci alors, Alain vous Bernard. avez les 13 points et puis une conclusion qui est, voilà, vous l'avez compris, appréhender la circularité. C'est quoi la circularité? C'est de collaborer beaucoup avec l'ensemble des parties prenantes, de construire sur des données solides et de conduire le changement. Voilà. Donc, déjà, bravo pour ce travail. Et les résultats seront disponibles en début d'année prochaine. Alors, pour les résultats je crois complets. que c'est celle-ci. Donc l'enquête est encore en ligne. Je vous engage à venir y répondre parce que plus il y aura de répondants, mieux ce sera. Jusqu'au 1er décembre, on fermera le questionnaire le 1er décembre. Donc vous pouvez aller répondre et voir un peu comment a été construit le questionnaire. Et vous aurez les résultats complets décemembre, donc à la rentrée pour la nouvelle année. Voilà, ce sera vos étrennes. Bon, on va, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Il nous reste quelques minutes a priori. Évidemment, on va donner la parole aux questions. Moi, juste sur les bonnes nouvelles, donc sur la supply chain intégrée, on voit que effectivement, il y a beaucoup de répondants. C'est quoi? C'est 70% des répondants qui estiment qu'ils ont suffisamment de données. Mais à la fois, ça aussi quand même, c'est un travail. On l'a vu ces 2 dernières années, il y a plein d'entreprises qui ont pris conscience de l'importance de connaître de plus en plus les données, d'avoir des données sur leurs sous-traitants de rang 1 à N. Alors évidemment, ce n'est pas forcément des données opérationnelles là, dont on parle, c'est aussi des
données RSE, Ouais. mais c'est quand même étonnant que on en soit à ce niveau-là déjà. Alors, je suis le premier étonné. Bah oui, Je suis le premier étonné. Alors, il y a plusieurs possibilités de réponse ou d'explication. La première, c'est que l'an dernier, on n'était pas à un T0 et qu'en fait, ce qu'on a interprété, nous, comme étant juste des intentions, en fait, l'action était déjà dedans, mais les gens n'ont pas répondu. C'est un premier biais qui est tout à fait envisageable. Et je ne veux pas l'exclure en toute humilité. Le deuxième, c'est que je pense que sur les 18 mois, parce que le temps du questionnaire, etc., on peut considérer qu'on a un élaps de 18 mois, la prise de conscience a été véritablement très forte. Les contraintes réglementaires sont arrivées, hein. AGEC est rentré en vigueur quand même, ça change pas mal de choses. Et je pense que là, notamment sur l'aspect données, beaucoup sont allés un peu à marche forcée pour avancer. Mais ils estiment que c'est satisfaisant, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que dans la sensibilisation, même quand on voit l'augmentation, il y a la loi AGEC, il y a aujourd'hui la sobriété énergétique qui peut aussi faire partie un peu enfin, en tout cas qui va croiser les objectifs RSE, et donc forcément les entreprises vont être encore plus sensibles. D'ailleurs, je ne vous ai pas remis la mesure, mais par rapport à l'année dernière, dans la logique certification, où c'était assez faible l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était grosso modo une moitié qui connaissait et une moitié qui ne connaissait pas. On a bien progressé aussi cette année. Ok, je crois qu'on a des questions dans la salle. Oui, bonjour, François-Michel Lambert. Bonjour. Président fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire et accessoirement ancien député. Ma question, c'est est-ce que dans votre travail, vous explorez les limites du système dans lequel s'inscrivent les entreprises? Pour être plus clair, c'est quand même le cadre politique, la réglementation, la fiscalité, les incitations, etc., qui permettent aux entreprises de trouver leur expansion et leur ambition, notamment, on le voit aujourd'hui, bien exprimées, et même au-delà de bien exprimées, comme des opportunités. Est-ce que vous pouvez mesurer et donc renvoyer vers le politique que s'il n'ouvre pas un champ ou s'il ne crée pas une contrainte d'un autre côté, on ne pourra pas aller aussi loin que ce que l'on peut espérer par rapport aux ambitions des entreprises? Merci. Alors, je ne veux pas vous répondre que tout doit être politique, parce que je veux croire que nous-mêmes, nous pouvons faire des choses et que nous pouvons les construire. Ceci étant dit, en parlant de circularité, puisque c'est à ce titre-là qu'on échange, en parlant de circularité, il y a certainement des incitations dans tout le panel qu'on a vu des offres commerciales, tout le cycle aval qui a été assez peu exploré. Et je pense qu'on ne parle pas d'éco-conception comme on l'a fait au début, mais plutôt là sur la partie frontale consommateur. Oui, il y a probablement des mesures fiscales qui pourraient peut-être alléger et faciliter la mise en place. En fait, le sujet, ça va être 2 points. De faciliter le modèle économique, en tout cas de l'amorcer, et de lui permettre, par cette amorce, à mon sens, de monter à l'échelle. Enfin, quand je dis monter à l'échelle, vous m'avez entendu, c'est upscale en anglais, et de se dire qu'on a des filières industrielles à construire. Je suis passé un peu vite là, à la fin sur l'empreinte locale. Un des points clés dans l'empreinte locale, c'était de dire en fait, vous ne collaborez pas, mais vous ne construisez pas les filières industrielles. On a vu, ce que je vous ai dit, c'est que très peu font des schémas directeurs ou des analyses de footprint avec le RSE en critères primaires. Quand ils le font, 50% revoient leur sourcing pour du local. 55 même. Donc trop peu le font. Et là, oui, il y a de l'aide à construire ces filières locales et à amorcer la circularité et les circuits courts. Donc là, oui, à la fois sur le modèle économique, me semble-t-il, et sur le modèle opérationnel par la construction des filières d'excellence. Juste sur le T0 de la supply chain circulaire, là, d'ailleurs François Michel était présent aussi à la conférence hier. Decathlon est en train de
travailler quand même sur un operating model. C'était assez intéressant hier, la présentation. J'irai discuter avec eux. On voit qu'on est au début, mais on voit que ça commence quand même là. Alors, il disait que c'est vraiment en fonction des produits, des géographies. Ça doit être remis en cause de manière assez fréquente. Enfin, et on sent quand même qu'il y a une réflexion qui est en marche. Donc ça confirme aussi évidemment les résultats du baromètre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alain Bernard? Non? Moi j'ai une question. Alors là c'est plus en tant que consultant supply chain. Tu parlais de l'effet boule. Le deuxième effet bullwhip, le deuxième effet coup de fouet dû à la situation économique en 2023. Est-ce que si on le voit venir, comment on s'y prépare? Il n'y a pas de miracle, mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on peut déjà mettre en œuvre dans les supply chains pour s'y préparer? Alors, le deuxième effet bullwhip, je le crains. Hein, justement, enfin, c'est un risque. Alors, souviens-toi du beer game. Je pense que sur les 2 ans, nous, on a beaucoup travaillé avec nos clients sur ces 2 dernières années, dans des schémas directeurs, où on a énormément retravaillé les dimensionnements de stock et les délais d'appro. C'est-à-dire qu'on est revenu aux bonnes pratiques pour lesquelles on a prêché dans le désert, soyons honnêtes, pendant quelques années, de multisourcing, de circuits alternatifs et puis de backup. Donc ça, c'est quand même un point, c'est-à-dire que plus les schémas logistiques vont être interreliés intelligemment et plus ils vont pouvoir limiter cet effet bullwhip. Et ensuite, je pense que le dimensionnement des stocks sur le besoin et la demande est un point qui reste fondamental. Collaborer pour mieux anticiper les effets et les chocs, ça reste la clé et malheureusement, il n'y aura pas de miracle. Et nécessité fait loi aussi. Et nécessité de prévoir, mais enfin, je pense véritablement que... alors, je parle pour nos clients, mais il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas représentatifs des entreprises françaises, parce qu'on a des confrères qui travaillent très bien. Et des entreprises travaillent toutes seules très bien aussi. Je pense que Covid, où tout s'est arrêté, puis le redémarrage a été complètement chaotique, ça a remis en place un peu le rôle et des stocks, et de la logistique et de la supply chain dans les modèles opérationnels des boîtes. On est un peu vacciné alors. Un peu vacciné, oui. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait une conférence qui s'appelait « Le stock n'est pas sale », où je disais, en fait, ce qui est mauvais et ce qui est sale, c'est l'excès de stock, c'est pas le stock en soi. Ça avait beaucoup fait rire à l'époque, mais en fait, on revient à ça. Ok, merci Alain Bernard. Et je crois qu'on peut encore l'applaudir. Et puis rendez-vous donc à l'année prochaine pour la 3e édition. On fera le T1 de la circularité. Absolument. Merci. Merci beaucoup.